de soirée. Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Les JO dans tous leurs états, notre émission traditionnelle maintenant depuis le début du mois, 3 semaines à peu près, donc avec Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors c'est parti, donc évidemment les coulisses et l'actualité des Jeux Olympiques, et là on l'a bien senti avec Mettez-vous d'accord et Babette de Rosière et Philippe Bouriaki, ça monte la température avec évidemment l'entrée en lice aujourd'hui de Teddy Riner, le judo, le maître du judo, et puis Léon Marchand avec encore une finale. Alors, on va aller tout de suite s'intéresser à la façon dont ça se passe pour Teddy Riner et aussi Roman Dico et tous les judokas. Exactement Thierry, on va prendre la direction de l'Arena Champ-de-Mars. C'est là que ça se passe et on a Clément Harion, notre envoyé spécial qui se régale là-bas. Bonjour Clément. Bonjour Joseph, bonjour Thierry. Bonjour. Bon alors, dites-nous, il y a eu un premier combat pour Teddy Riner, comment ça s'est passé ? Oh, il s'est fait peur, Teddy Riner, il a fait peur à toute la salle ici. Il a eu un mal fou à se défaire de l'Emirati. En tout cas, ça a été long contre Mago Medoradov. Il a finalement remporté le combat après 2 minutes 30 de golden score. Dans la difficulté, il a pu compter sur le public parisien pour le pousser. Un grand ouf de soulagement pour tous les supporters français. Je peux vous dire qu'il n'a pas célébré, Teddy Riner. Même pas un petit signe pour remercier la foule après le combat. Il a juste repris son souffle et il a tranquillement rejoint les vestiaires. Quart de finale dans 5-10 minutes pour Teddy Riner. Il affronte le géorgien Gouram Touchishvili pour une place en demi. Allez, 2 minutes 30 dans le golden score, sachant qu'en général ça dure une petite minute seulement les combats de Teddy Riner. Effectivement, on s'est fait peur. On se souvient qu'il y a quelques heures encore, Teddy Riner disait oh là là, humilité, doucement, attention, faut être dans l'affaire. Là, il savait pas à quel point il parlait vrai, quoi. Exactement. Et il y a Teddy Riner, mais il y a aussi une autre championne, c'est Roman Dico. Et Roman Dico, est-ce que ça se passe un peu mieux pour elle ? On le rappelle, c'est une autre catégorie, Clément. Oui, elle est en forme, Roman Dico, ça se passe même très bien, une grande chance de médaille pour la France. Elle vise l'or, la judokate du PSG Judo, elle vient de se qualifier, il lui a fallu à peine 30 secondes pour se défaire de la bosnienne Larissa Seric. Thierry, Joseph, ça sent bon les médailles aujourd'hui quand même. C'est quoi Roman sa Dico catégorie ? Qualifié pour les demi-finales. Plus de 70 kilos, pardon. Plus de 78 kilos pour Roman Dico, effectivement, on le rappelle, Teddy Riner c'est plus de 100 kilos. Bon, le programme chez vous, donc là, Clément, c'est quoi dans la foulée là ? Alors Teddy Riner dans 5-10 minutes quart de finale et puis Roman Dico demi-finale. Teddy Riner demi-finale également, on y croit, ça sera à partir de 16h. Une finale de Teddy Riner, pour vous donner une idée, ça sera aux alentours de 18h. Voilà. Bon, si mais vous revenez surtout, vous nous interrompez, vous revenez tout de suite pendant que Teddy Riner joue si c'est nécessaire. En tout cas, vous nous rappelez si mauvaise nouvelle bien sûr, mais on espère. On se rappelle tout à l'heure. Se qualifie. Absolument. Vous restez, ce sera dans les VV pour la finale. Ouais, mais non, ce sera peut-être la finale elle-même. Oui. La finale de Teddy Riner. Mais Clément, reste avec nous d'ici à 13h. Si jamais il y a du nouveau du côté de Teddy Riner, on est en direct. Et Sud Radio est aussi une des radios des Jeux Olympiques. Alors, on enchaîne, Joseph. Et on va continuer à parler de Teddy Riner, de Roman Dico. Et on est avec un médaillé olympique, un médaille de bronze aux Jeux de Barcelone. C'était en 92, c'était en judo. On est avec Bertrand Damézin. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. C'est hyper intéressant de vous avoir. Déjà parce que vous êtes un grand champion, un médaillé de bronze aux Jeux de 92. Et vous êtes aussi patron de l'Olympe Sport Café. C'est à Vincennes. Et là-bas, on peut venir en gros et regarder les Jeux Olympiques, c'est ça ? C'est pas c'est pas qu'un bar, c'est devenu une fan zone, votre bar. C'est ça. Ouais. En fait, ça fait 24 ans que le restaurant est ouvert. J'étais encore aux Jeux Olympiques quand j'ai ouvert mon restaurant. Donc ça fait 24 ans que c'est la 3e mi-temps de l'INSEP. Donc on est passionné, c'est vraiment notre ADN. Et donc du coup on peut mater l'intégralité des Jeux Olympiques à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que j'ai créé une terrasse avec genre une petite guinguette très sympa. Et là, tous les amoureux du sport se rencontrent et puis peuvent suivre les Jeux Olympiques. Et oui, parce que Bertrand Damézin, évidemment, vous êtes votre Olympe Sport Café à Vincennes. Vous êtes pas loin de l'INSEP, l'Institut National qui nous fait nos champions. C'est ça, exactement. Quand c'était le choix je suis passé de judoka au niveau restaurateur, le premier choix qui s'imposait, c'était autour de l'INSEP pour justement Ouais, c'est pas bête. Et alors, dites-nous, qui vient dans votre café ? Est-ce qu'il y a une embellie particulière autour de ces Jeux Olympiques ? On voit qu'apparemment que les Français se prennent d'amour véritablement pour ces Jeux. Il y a plein de médailles. Est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce que vous sentez quelque chose de particulier en ce moment ? Ah oui, il y a un vrai frémissement, il y a une vraie flamme. Tous les spectateurs sont à fond derrière les Français.
c'est la magie des jeux, c'est génial. Bon, alors, en plus, ce qui est bien, c'est que ça met en lumière des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé, c'est très important. Bon, alors par contre, pour le moment, aucune médaille d'or pour le judo. D'habitude, c'est vraiment, il y a des médailles, hein. Par contre, de l'argent, du bronze, il n'y a pas encore d'or. Bon, on imagine qu'aujourd'hui, Teddy Riner, Romain Dico, c'est ce qu'ils visent. Exactement, les deux sont les favoris de leur catégorie. Donc je pense qu'à la fin de la soirée, il y aura 2 médailles d'or en plus. Et ça sera un bilan exceptionnel pour le judo français. Bon, mais expliquez-nous pourquoi, vous qui êtes un expert, vous analysez comment le fait que pour l'instant l'or, ce soit pas le cas, alors que les Français sont considérés quand même avec les Japonais comme les meilleurs au monde en la matière. Et on voit bien à quel point Teddy Riner sentait que ça serait difficile. Et il l'a dit finalement depuis quelques jours, dans tous les médias. C'est sûr que le judo, c'est 4 ou 5 combats d'affilée. On n'a pas le droit à l'erreur du tout. Donc forcément, c'est compliqué. Mais bon, si on analyse le bilan du judo français, franchement, de toutes les Olympiades, c'était une des meilleures Olympiades des 20 dernières années. Ah oui, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'or encore. Pas encore, mais après il y a encore les équipes, donc on peut prétendre à une médaille d'or. Il y a encore Teddy et Roman, donc ça fait peut-être 3 médailles d'or possibles. Et si au final ça rigole, ça en fera beaucoup plus. Oui, c'est vrai. On va attendre effectivement la fin des Jeux pour faire le bilan. Vous avez raison. Et de toute façon, il y a beaucoup de médailles, donc ça peut passer. Alors, il est engagé sur le circuit quand même depuis ses 17 ans. Teddy Riner, Bertrand Damezin, on rappelle, vous êtes médaillé de bronze aux Jeux de Barcelone en 92. Ça fait très longtemps que vous le suivez. Comment est-ce que vous expliquez un tel amour de la part des Français pour Teddy Riner et une telle longévité aussi de sa part? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse compète, il revient. Moi, Teddy, je l'ai rencontré la première fois, il avait 14 ans, parce que je suis très ami avec son premier professeur qui s'appelle Alain Perriot. Et déjà à l'époque, il faisait presque 2 mètres et 130 kilos. Donc c'était déjà une sorte de nature. Déjà à l'époque à 14-17 ans. 14 ans, on est 14 ans, donc, oui. Son première médaille olympique, je crois qu'il a eu à 17 ans. Donc voilà. Et depuis toujours, il a toujours voulu être champion. Donc il a toujours tout mis de son côté. Il a toujours été sérieux, essayé de faire les choix les plus objectifs pour devenir une légende. Ce qu'il est en train de faire. Ouais, il est déjà la légende. Et après, les poids lourds français, c'est toujours un petit peu la catégorie reine, même pour le public français, parce que c'est les plus gros, les plus costauds. Donc avant, c'est ceux qu'on attend le plus, c'est clair. Voilà, Angelo Parisi, il y a eu Jean-Luc Rouget. Enfin, voilà. Les champions olympiques, mais les lourds, c'est toujours ce qui marque un peu plus les esprits. Oui, forcément. Alors, vous étiez à l'Arena Champ-de-Mars, si je me trompe pas, au moment où il y avait Clarisse Agbenienou. Est-ce que vous avez senti une atmosphère particulière, sachant malgré tout que Clarisse, ça a été une déception pour elle, Oui, c'est sûr, parce qu'elle avait une immense championne qu'elle est. C'est une copine aussi. Et comment elle l'a vécu, elle vous l'a dit? Non, j'ai pas eu le temps de. Vous doutez bien que là, c'était vraiment la course, mais je me doute qu'après tout ce qu'elle a vécu, elle était là pour gagner l'or, c'est sûr. Donc bon, là, je sais que c'est une forme de déception, mais bon, elle a encore les équipes pour se rattraper. Ça a coupé avec Bertrand Damezin et effectivement, il y aura les équipes pour se rattraper, notamment pour Clarisse Agbenienou, qui est une grande championne, et on espère qu'il va aller chercher une médaille d'or. Quel mérite! Bertrand Damezin, donc vous l'avez dit Joseph, il a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92 et c'est le patron de ce café qui ne désemplit pas malgré l'été à côté de l'INSEP, près du bois de Vincennes, l'Olympe Sport Café qui est devenu une fan zone privée, un véritable moment. Allez, on se retrouve tout de suite, ce sont les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. L'actualité des Jeux, l'actualité sportive bien sûr, mais pas que. Et puis les coulisses. C'est dans les coulisses des Jeux, il y a, vous savez, cette déception tout de même d'un certain nombre d'opérateurs qui font la vie parisienne, la vie de l'Île-de-France et qui sont déçus parce qu'ils s'étaient préparés à un afflux de touristes, des millions. On nous annonçait 15 millions. Ça commence à venir. Les hôtels disent, ça y est, c'est parti. On est passé de 60% d'occupation à 70, 80 et même parfois 100%. Donc ça commence à venir, mais c'est laborieux et on va le voir avec les taxis puis aussi les kiosquiers. Mais on commence d'abord par les taxis avec vous, Joseph. Eh oui, les taxis qui ont souvent décalé leurs vacances pour profiter des Jeux Olympiques et qui sont déçus. Et apparemment ils sont déçus et le nombre de courses serait bien en deçà des attentes. On va en parler avec le président d'un des syndicats, l'Union nationale des taxis, Rachid Boudjema. Bonjour. Bonjour Rachid Boudjema. Bonjour à tous, bonjour Joseph Ruiz.
Alors, 5 syndicats, dont le vôtre, ont adressé une lettre au ministre des Transports. Vous dénoncez des baisses de revenus comprises à cause des restrictions liées directement aux Jeux Olympiques. Expliquez-nous quelle est véritablement la situation aujourd'hui. Alors la situation, on s'était eu la semaine dernière où il y a un peu plus d'une semaine. Vous étiez plutôt confiant d'ailleurs. Absolument, j'étais plutôt confiant, on était optimiste et on voulait vraiment pas jouer les Cassandres de ces JO, et c'est ce qu'on avait lancé comme message depuis même le début des travaux, c'était de dire il faut patienter, il faut être présent, et on a donné ça comme mot d'ordre. Aujourd'hui, on est déçus et à la fois inquiets parce que effectivement les taxis restent très longtemps dans les stations, on les a mobilisés mais ça bouge pas. La circulation, elle est hyper compliquée, y compris les voies dédiées, les voies des Jeux Olympiques, elles sont souvent encombrées de véhicules. Ça marche autour du périphérique, Rachid Boudjema, ça marche franchement, on l'utilise beaucoup et on sait bien qu'au moins autour du périphérique, ça a donné une forme d'accélération. Alors, autour du périph', pas de souci. Mais pour le reste, en agglo, effectivement, on se rend compte qu'il y a des véhicules qui sont arrêtés et parfois ça bloque. Et ça, c'est problématique. En plus, on avait les restrictions. Bon, là, ça a été visiblement levé par le ministre des Transports en accord avec le préfet de police. C'est-à-dire qu'on peut accéder jusqu'au périmètre rouge pour déposer et prendre en charge. Voilà. Mais aujourd'hui, déception, comme vous l'avez dit, effectivement. Alors, qu'est-ce qui pose problème ? Parce que effectivement, le ministre Patrick Vergrit a dit que il y aurait la possibilité d'accéder à des zones. C'était ça qui posait problème, l'accès au site notamment ? Pas que. Il faut savoir que déjà avant, même en commençant par les travaux pour organiser les JO, on a subi une perte. Mais bon, on s'était dit il faut faire le dos rond et on va y arriver. Et aujourd'hui, on se rend compte que on a peut-être un peu trop fait peur aux gens. Donc ils ont un peu boudé la capitale et certaines agglomérations, comme par exemple l'agglomération marseillaise, qui aujourd'hui, même y compris les croisiéristes, on a quasiment 200 bateaux qui ont boudé la ville par peur de l'encombrement. Donc on a, je pense que l'afflux touristique habituel qui a boudé ces agglomérations par peur, parce qu'on a peut-être un peu trop fait peur aux gens par rapport aux JO. Bon, mais alors Rachid Boudjema, je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale des taxis, un des syndicats de taxis nationaux et bien sûr parisiens. Parlez-nous de la compensation du coup que vous demandez aujourd'hui, c'est ça notre actualité au pouvoir public. Alors, si compensation il doit y avoir pour l'ensemble des commerçants et des entreprises, il faut que les taxis soient intégrés dans ce dispositif, parce qu'encore une fois, nous, on est les premiers à avoir subi ces restrictions. On les a subis parce qu'en plus, on nous a mis des amateurs qui font le rôle d'un professionnel. Je parle de ceux qui sont censés transporter les athlètes. C'était censé être des bénévoles, mais visiblement c'est pas des bénévoles, c'est des gens qui sont payés. Et ça représente aussi une concurrence pour nos transporteurs. Ajoutez à ça les fameux VTC. Le taxi qui, lui, se retrouve avec de charges lourdes, eh ben lui, il est un peu en situation difficile et en situation de concurrence qui est pas loyale. Est-ce que vous vous demandez une compensation claire ou pour le moment, ça reste une compensation globale ? Est-ce que vous avez des éléments concrets là-dessus ? Nous, ce qu'on demande dans un premier temps, c'est qu'on soit intégré dans le dispositif si compensation il y a, dans un premier temps. Et après, effectivement, il faudra travailler dessus, c'est-à-dire pour chiffrer. Nous, on est en mesure de vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à date, en comparaison à l'année dernière, on a certains professionnels qui ont perdu presque 50% de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une véritable perte. On ne peut pas demander à des professionnels d'être présents, d'être sur le pont et d'assumer leur mission, et après de leur dire finalement on s'est trompé. Là, il faut regarder un peu le dispositif d'aide. Non, mais en l'occurrence, vous avez entendu dire, bien sûr, vous êtes très au courant, Rachid Boudjema, que le président de la région Île-de-France, qui est un des co-organisateurs des JO, a évoqué l'idée d'une commission pour pouvoir envisager une éventuelle compensation pour l'ensemble des commerçants. Vous allez participer ou vous demandez à participer à cette commission ? On demande à participer. C'est pour ça justement qu'on a alerté le ministre des Transports. On va alerter aussi le ministre de l'Économie et des Finances pour qu'on soit intégré dans ces commissions, pour que les taxis soient intégrés au dispositif. Ok, mais alors Rachid Boudjema, là, Paris bénéficie quand même encore une fois d'une magnifique visibilité. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que plus tard ça peut vous permettre de retrouver ce chiffre d'affaires perdu ? Eh bien, écoutez, on l'espère, mais vous savez, on nous dit ça depuis de nombreuses années. Mais vous en faites pas, ça va faire rayonner. Nous, on contribue au rayonnement de nos villes au rayonnement de Paris. Mais vous allez gagner plus tard.
Écoutez, je dis oui, mais encore faut-il, faut pas que les entreprises qu'on mette en difficulté, celles qui contribuent. Oui, dont acte, d'ordinaire, on peut en bénéficier le cas échéant, très bien, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour sortir la tête de l'eau ? Merci en tout cas Rachid Boudjema d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct. Vous êtes taxi, vous êtes président de l'Union nationale des taxis, grand syndicat de taxis parisiens et de l'ensemble de la France. Merci d'avoir été en direct sur ce sujet. Alors autre déçu, on le disait, autre déception, eh bien les kiosquiers de Paris, vous savez, qui nous vendent des journaux, mais pas que, aussi des souvenirs de Paris et puis des parapluies, ce qui n'est pas anodin à certains moments. Eh bien les kiosquiers Quentin Gérard, qui avaient été préparés par la ville, par la mairie, pour faire face à un afflux considérable, les fameux 15 millions de touristes qu'on n'a jamais vus pendant les JO, pour la plupart d'entre eux, on est loin de la fièvre attendue, Quentin. Oui, alors que les élus de la capitale espéraient les redynamiser, notamment en diversifiant leurs activités et en les transformant en mini-office du tourisme, c'est finalement un peu plus compliqué que prévu pour pas mal d'entre eux, notamment pour ceux éloignés des sites olympiques, comme pour James, par exemple, kiosquier depuis 25 ans sur la place Alésia dans le 14e arrondissement. C'est plutôt calme, il n'y a pas trop de clients. Ici, le sud de Paris, il n'y a pas beaucoup d'épreuves, il n'y a pas beaucoup de touristes. Mes clients étaient effrayés par tout ce qui aurait pu craindre avec les jeux, sont partis. Donc c'est très calme, mais c'est quand même une ambiance très très agréable. En cause donc la désertion des Parisiens et des touristes qui ne semblent pas vraiment au rendez-vous pour le moment, même si l'ambiance est quand même là. Et certains parlent, comme les taxis, de 50%, d'autres 30% de perte de chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui, ils sont beaucoup à être déçus après une semaine de compétition, comme dans le 8e, le 2e ou le 9e arrondissement, d'habitude des endroits plutôt attractifs, même sur les Champs-Élysées. Les chiffres ne sont pas totalement là. La comparaison est faite avec les JO de Londres en 2012, où un résultat semblable avait été constaté, et des résultats qui sont quand même un peu plus satisfaisants pour ceux proches des épreuves olympiques. On peut citer le 19e arrondissement par exemple et la Porte de la Villette, ou le 16e avec Roland-Garros et le Parc des Princes. Pour ces kiosques-là, ça c'est un petit peu mieux quand même. Il y a des petits privilégiés, ceux qui sont bien placés. Il y a des spots pour les kiosquiers, comme juste à côté des événements, quoi. Oui, évidemment. On vous tiendra au courant, bien sûr, de ces difficultés rencontrées souvent par les commerçants dans tout l'Hexagone, d'ailleurs, les hôteliers, parfois qui n'ont pas fait le remplissage qu'ils espéraient et qui, pour l'instant, commencent à nous dire ça commence à aller mieux. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est les Jeux Olympiques, les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et avec toute l'équipe de Sud Radio qui est mobilisée bien sûr pour les coulisses et l'actualité chaude de ces Jeux Olympiques. L'actualité, Jules Boscherini ce matin, évidemment, c'est les chances de médailles pour les Français et ce qui est en train de se jouer. Et puis on va parler sécurité aussi. On entendra Gérald Darmanin dans un instant avec un programme très chargé pour les Français aujourd'hui, Joseph. Effectivement, Jules, vous allez nous raconter tout ça. Il y a notamment du judo ce matin. Ouais, c'est la judokate Romane Dicot qui a ouvert le bal, engagée dans la catégorie des plus de 78 kilos. La championne du monde 2022 a parfaitement réussi son entrée en lice avec cette victoire sans trembler face à la Géorgienne Sofio Somkishvili. Écoutez l'ambiance incroyable lors de son arrivée sur le tatami. C'est l'arène Champ de Mars, c'est bouillant. Ah oui, le public qui scande le nom de la judokate à son arrivée. Dicot. Et le public a fait son effet puisque le rêve olympique continue pour la francilienne qui a également gagné son quart de finale contre la bosnienne Larisa Seric. Et il y a aussi une star du judo français qui veut récupérer son bien, Jules. Et oui, seulement médaillé de bronze à Tokyo, Teddy Riner va tenter de récupérer son bien, vous l'avez dit. Ça a d'ailleurs bien commencé pour celui qui a allumé la flamme olympique. Victoire dans la douleur quand même face à l'Emirati. Bien commencé. On a bien dit au début que c'était difficile et qu'il s'est fait peur. Mais ça passe pour Teddy Riner, donc c'est effectivement le plus important. Mais c'est vrai que c'était pas forcément simple. On va prendre la direction du bassin de la Défense Arena, Jules, avec deux nageurs très très attendus également. Effectivement, soirée qui peut être exceptionnelle
exceptionnelle de finale pour les Français. Tout d'abord Florent Manodou qui vise un 4e podium consécutif à 20h30 sur le 50 mètres nage libre. Ce serait du jamais vu dans l'histoire des JO. Le champion olympique 2012 sur la distance nagera à la ligne d'eau numéro 8. Ligne d'eau numéro 8, ça sera pas facile parce qu'il paraît que c'est pas un bon numéro. Voilà, compliqué oui, mais le petit frère de Laure croit en ses chances, d'où ce clin d'œil à sa sœur au micro de France Télévisions. Je connais une nageuse qui avait fait championne du monde à la ligne d'eau numéro 8 en 2005. Je vais essayer de faire pareil. Voilà, sans oublier Léon Marchand, déjà triple médaillé d'or sur ces Jeux. Le prodige français est en quête d'un 4e titre en moins d'une semaine avec cette finale du 200 mètres 4 nage. Ce sera à suivre à 20h43. Et on vous l'a dit, programme très chargé aujourd'hui avec encore d'autres chances de médailles. J'adore les précisions de Jules Boscherini. 20h43, pas 44, pas 42, mais 43. C'est pas moi, c'est le programme télé. Bien sûr, allons-y. Donc c'est le cas en voile avec ce programme chargé. Charline Picon et Sarah Steyhart engagées en finale des 49R FX. La finale a débuté il y a quelques minutes. La soirée pourrait se terminer en beauté également avec les demi-finales à 20h, puis la finale à 21h35 du BMX Racing. 3 Français y seront. Romain Mailleux, Joris Daudet, respectivement médaillés en or et de bronze aux mondiaux de Glasgow en 2023, tout comme Sylvain André. Et on termine avec Gérald Darmanin qui s'est exprimé ce matin sur la sécurité des Jeux. Ouais, tout à fait. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire a fait le point sur les premiers chiffres statistiques concernant la sécurité mise en place. Les chiffres sont plutôt bons et le pensionnaire de l'hôtel de Beauvau s'en félicite. 200 interpellations, dont 180 gardes à vue. Nous avons moins 24% de vols avec violence à Paris et dans la petite couronne, c'est-à-dire la banlieue parisienne. Moins 10% de vols de véhicules. Et l'ensemble des items de la délinquance a très largement baissé, du fait sans doute de l'hyperprésence de la police et de la gendarmerie sur la voie publique. Et Jules, le ministre ajoute, certains en plus allaient passer à l'acte. Gérald Darmanin a précisé que les différentes enquêtes vont devoir déterminer si les différentes personnes arrêtées devaient bel et bien passer à l'acte, notamment en étudiant leur ordinateur et leur communication. Et il y a aussi une information qui vient de tomber. Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a porté plainte pour cyberharcèlement. Cyberharcèlement contre Thomas Joly. Voilà, pour rappel, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour le même motif mercredi. Oui, Thomas Joly qui évidemment est très soutenu. Tout le monde adore tout le monde non. Il y a des cyberharcèleurs et il y en a qui râlent et qui sont très hostiles à ce qu'il a mis en scène et il est menacé, mais il n'est pas le seul. Il y a plusieurs intervenants de la cérémonie d'ouverture. Merci Jules Boscherini. Alors, il y a d'autres polémiques dans ces JO, Joseph, en particulier à propos de la boxe. Ouais, exactement, et on va en parler parce que hier, la boxeuse algérienne Iman Khelif a fait son entrée en lice en moins de 66 kilos. Elle a remporté son 8e de finale contre l'Italienne. L'Italienne, elle s'appelle Angela Carini, mais ce combat, Thierry, il a lancé une polémique mondiale. C'est passé avec des réactions de Matteo Salvini, donc vice-premier ministre italien. Exactement, jusqu'à Elon Musk. Il dénonce en fait. Qui n'est pas encore président des États-Unis, Elon Musk. Exactement, pas encore, mais bon, ça peut le redevenir. Mais c'est une personne très importante, et donc pour montrer à quel point la polémique est montée. La polémique, elle sera peut-être aussi la même pour la Taïwanaise Lin Yu-Ting, qui débute aujourd'hui en 8e de finale des moins de 57 kilos. Il faut expliquer ce que c'est que le nœud de cette polémique homme-femme. Il y a un problème, une interrogation sur la nature même de cette boxeuse. Ouais, exactement, et en fait, cette boxeuse, elle a été disqualifiée des championnats du monde de boxe il y a quelques mois parce que ses tests de genre n'étaient pas les bons, et elle a été acceptée par le CIO pour combattre. Elle aurait des chromosomes XY, et on va faire le point tout de suite avec Quentin Gérard. Quentin Gérard, la polémique elle est montée hier. La boxeuse, on le rappelle, c'est une boxeuse algérienne, Iman Khelif, et en fait elle est accusée d'être un homme tout simplement, ou d'avoir des caractéristiques génétiques masculines. Expliquez-nous. Oui, alors nous sommes au parc des expositions de Villepinte hier pour un 8e de finale entre l'Algérienne Iman Khelif et l'Italienne Angela Carini en moins de 66 kilos. Mais après un coup reçu sur le nez, l'Italienne abandonne au bout de 46 secondes seulement. Elle m'a fait trop mal, je ne veux pas
continuer, dit-elle, et sort du ring en dénonçant un combat injuste. Et Quentin, après tout de suite sur les réseaux sociaux, la polémique est enflée. Oui, les tweets pleuvent sur le fait qu'Iman Khelif serait un homme qui a transitionné ou aurait des caractéristiques masculines anormales, à l'image d'Elon Musk, le patron de X et de Tesla, qui partage ce message. Les hommes n'ont pas leur place dans le sport féminin, avec une photo de l'Italienne battue en guise de soutien. Giorgia Meloni, de son côté, la chef du gouvernement italien, a aussi dénoncé un combat qui n'était pas sur un pied d'égalité. Je pense que les athlètes qui ont des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être admis aux compétitions féminines, a-t-elle dit dans une vidéo. D'autres rappellent que l'Algérienne avait déjà été exclue des championnats du monde de boxe pour des taux élevés de testostérone. Et pourtant, Quentin, le CIO a répondu à cette polémique. Oui, le Comité international olympique a écrit un communiqué hier. Tous les participants au tournoi de boxe des JO respectent les règles d'admissibilité et d'inscription à la compétition, ainsi que toutes les règles médicales établies par l'unité de boxe Paris 2024, rappelant que le sexe, l'âge et l'acte des athlètes sont déterminés sur la base de leur passeport. Et dans un second temps, l'instance a aussi fustigé la décision jugée soudaine et arbitraire qui avait conduit à l'exclusion des mondiaux de boxe en 2023 de 2 athlètes, dont justement Iman Khelif, l'Algérienne. Merci beaucoup Quentin. Donc on voit bien qu'il y a un flou autour de certaines décisions. Les règlements ne sont pas les mêmes entre l'instance mondiale de la boxe et le CIO. Il y a aussi des questions autour des chromosomes. Le sexe réel de cette boxeuse. Exactement. Et pourquoi ne pas appeler un médecin, justement, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Médecin on est en ligne avec Roger Rua. Docteur Roger Rua, bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin du sport, donc parfaitement habilité à répondre à nos questions. Alors le CIO a autorisé sa participation malgré sa disqualification des championnats du monde en 2023 pour avoir échoué au test d'éligibilité de genre. Alors pourquoi est-ce qu'elle aurait échoué et comment ? Alors a priori, ces tests de genre sont basés sur le sexe chromosomique, c'est-à-dire le fait qu'on ait 2 chromosomes X ou un chromosome X et un chromosome Y qui déterminent donc soit le sexe féminin, soit le sexe masculin. Donc c'est la base la plus simple pour différencier un homme d'une femme, c'est le sexe chromosomique. Oui. Et après, évidemment, il y a des caractères sexuels secondaires et tertiaires qui vont déterminer l'injustice ou pas de cette décision en fonction du fait que alors j'ai pas le dossier devant les yeux, donc je peux pas me prononcer médicalement. Mais si cette boxeuse est vraiment XY, c'est-à-dire que c'est un homme à la naissance, évidemment, ça paraît injuste qu'elle puisse concourir dans la catégorie féminine parce que le potentiel physique de la performance d'un XY est supérieur au potentiel de la performance XX. Bien sûr, de façon globale et validée. Docteur Rua, vous êtes médecin du sport. Certains, à un moment donné, ont cru qu'il s'agissait de la polémique qui rebondit parfois dans certaines épreuves sur les transsexuels anciens hommes qui ont fait une transition et qui sont devenus femmes et qui, évidemment, sont avantagés parfois par leur puissance biologiquement issue de leur masculinité précédente. Là, on n'est pas du tout dans le même cas. Il s'agit plutôt de ce qu'on appelait autrefois des hermaphrodites, c'est-à-dire une malformation initiale, c'est ça, et qui a fini par quand même amener les autorités algériennes, après études scientifiques, à considérer que ce personnage était une femme. Donc là, on est dans un cas très très rare de quelqu'un qui finalement a été déclaré femme. Oui, tout à fait. Le cas de l'hermaphrodisme est un dysfonctionnement au niveau génétique qui permet à une personne d'être XX et XY en même temps. Et donc après, la potentialisation des caractères sexuels secondaires, notamment pour la performance musculaire, vont être orientés en fonction de ce qu'on va demander à l'athlète. Alors, il existe aussi des taux d'hormones circulantes qui permettent de différencier. Et chez certaines femmes, on a des taux d'hormones circulantes supérieurs à la moyenne, mais il ne s'agit pas de ce cas-là. Là, on a si c'est ce cas-là, on est dans un cas d'hermaphrodisme probable. Et d'hyperandrogynie, c'est ça, oui. Parce qu'elle serait potentiellement XY, tout en étant considérée femme. Ça rappelle forcément le cas de Caster Semenya, une athlète, elle fait de l'athlétisme sur du 800 mètres, et elle est médaillée olympique aussi. Et c'est là que ça devient aussi compliqué par rapport au règlement, c'est-à-dire qu'on peut avoir les chromosomes XY et être considéré comme une femme, c'est ça, pour être bien clair? Oui, mais c'est une décision entre guillemets
réglementaire, sociétal entre guillemets aussi, parce que il s'agit biologiquement parlant, c'est vrai que XY ou XX c'est pas la même chose, sauf dans le cas très particulier des hermaphrodites, mais qui sont très très rares en fait. Mais alors, qu'est-ce que vous dites, vous, par exemple, que vous êtes médecin du sport, quand certains de vos patientes ou de vos patients vous disent comment je dois réagir face à un personnage qui a plus de force que moi, par exemple? Qu'est-ce que vous dites à vos patientes? Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, quel que soit le sexe, il va y avoir des différences de performance entre individus. Certains le remettent ça en question, hein, docteur Roger Ruat. C'est que certains disent que la testostérone n'a pas un impact direct sur les performances sportives. Ah si, non, ça c'est admis scientifiquement. Docteur Roy, je vous interromps parce qu'on est en direct sur Sud Radio et là, on a Clément Arion qui est en direct de l'Arena parce que Teddy Riner, il est passé. On est en direct là. Il est passé Teddy Riner, on vient de voir le vrai Teddy Riner ici à l'Arena Champ de Mars. Victoire par Ippon au bout de 2 minutes 30 face au Géorgien Touchishvili. Scène rare à la fin du combat. Il y a eu de la tension avec son adversaire. Ils ont presque failli en venir aux mains un petit peu, ça a été chaud. Et finalement Riner a fini par enflammer la salle. Il a joué avec le public et ça sent bon. Il sera en demi-finale aux alentours de 16h40, je dirais, face au Tadjikistan, le combattant du Tadjikistan, Temur Rakimov. Et puis juste avant, on aura Roman Diko également demi-finale aux alentours de 16h20 face à la brésilienne Béatrice Souza. Voilà messieurs, ça sent la médaille ici à l'Arena Champ de Mars. Génial, merci Clément Arion, on est en direct grâce à vous et ce sera tout à l'heure aussi dans les vraies voix avec Christine Bouillot à partir de 17h pour la suite du programme. Mais voilà, les JO dans tous leurs états, on était en direct. On va remercier le docteur médecin du sport Roger Ruat qui nous a apporté son éclairage scientifique sur cette polémique, évidemment sur la boxeuse algérienne. Est-elle un homme, est-elle une femme? En tout cas, son adversaire italienne s'en est plainte. On reviendra peut-être sur ce dossier, bien sûr, tout au long des Jeux Olympiques sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Les coulisses des JO avec Joseph Ruiz et puis bien sûr l'actualité. Et Joseph, alors il y a à nouveau une médaille, c'est nouveau, c'est à Marseille. Exactement, et c'est de la voile, c'est la première médaille du jour pour la délégation française, sûrement pas la dernière, le duo Steyert-Picon qui termine sur la plus petite marche du podium. C'est le bronze, mais c'est une médaille quand même. 3e médaille pour Charline Picon quand même, après l'or à Rio et l'argent à Tokyo. Voilà, elle a complété sa collection de médailles, Charline Picon. C'est génial, c'est sur ce magnifique bassin qui est en fait un bassin naturel qui est la rade de Marseille. Et est-ce que vous avez vu hier les images de ces 5 voiliers qui tournaient, qui ont dessiné sur la rade les anneaux olympiques? C'est super. Ah, je l'ai pas vu, mais je la regarderai. C'est magnifique. Il faut voir cette image. Ces 5 voiliers qui tournent et qui font finalement 5 anneaux avec l'écume qu'il y a derrière les bateaux. 5 anneaux qui s'entrelacent, évidemment les anneaux olympiques, dans la rade de Marseille. C'est vraiment somptueux. Merci aux Marseillais. Alors on va revenir un peu plus haut à Paris, dans le Nord, l'Île-de-France, parce qu'on va s'interroger et se poser cette question: que va devenir le village olympique à Saint-Denis après les JO? Parce que c'est un très bel endroit avec des appartements qui pour l'instant servent avec leur lit en carton aux athlètes. Mais ça va devenir quoi après, Joseph? Et on va se poser la question. On est avec l'adjoint au maire de Saint-Denis, délégué à l'urbanisme, Adrien Delacroix. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire adjoint. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc le village olympique, on en a beaucoup parlé, 52 hectares sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île de Saint-Denis. Alors se pose la question de l'héritage des Jeux Olympiques. Alors dites-nous, qu'est-ce qui va devenir ce village olympique, 52 hectares, on le rappelle? Ce village olympique, il s'intègre complètement aux enjeux de renouvellement urbain des villes de pleine commune, Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Et demain, ce sera un nouveau quartier à l'échelle et à cheval sur ces 3 communes, donc avec quartier mixte, avec des logements, des bureaux et des commerces. Donc un nouveau bout de ville pour notre territoire. Alors ça fait combien de logements, par exemple, pour la société civile ?
Pour la société civile, il y a 2800 logements à peu près. Et donc, on attend 6 000 nouveaux habitants à peu près en moyenne, avec des logements pour les familles, mais aussi des logements pour les étudiants. Donc, et puis pour tout type de programmation, que ce soit des logements en accession sociale à la propriété, et puis aussi en locatif et en locatif social. Il va y avoir des travaux en particulier, ou est-ce qu'ils ont déjà été attribués d'ailleurs, ces logements ? Alors les logements en location, ils ont déjà été vendus à des bailleurs et des bailleurs sociaux, et ensuite les logements, ils sont en cours pour certains d'entre eux de commercialisation, et d'autres commercialisations viendront après les Jeux Olympiques. Et donc on a une grosse année de transformation du village, dans sa phase, on va dire, d'hébergement des athlètes, à une phase d'accueil de nouveaux habitants, donc avec des travaux sur les espaces publics, mais aussi essentiellement à l'intérieur des logements, puisque les choses vont être transformées pour accueillir des familles. Mais monsieur l'adjoint au maire de Saint-Denis, Adrien Delacroix, vous savez que à Munich, par exemple, là où étaient logés, malheureusement de triste mémoire avec l'affaire israélienne, mais là où étaient logés les athlètes, eh bien, il y a eu un engouement au fil des années, et le village olympique est devenu un lieu très recherché, avec aujourd'hui des appartements qui valent, parce que c'est un très bel endroit, l'urbanisme a été bien conçu, comme à Saint-Denis, et aujourd'hui les appartements valent 10 fois plus cher qu'au prix d'acquisition, un peu après les Jeux Olympiques, qui sont passés d'à peu près 200 000 euros aujourd'hui à 2 millions d'euros. Vous redoutez ou vous espérez un engouement pour le village olympique de Saint-Denis, qui va devenir un magnifique, qui est déjà un magnifique quartier en fait? Alors c'est un magnifique quartier, effectivement. On sait, et ce secteur-là de notre territoire, de notre ville, était déjà un des secteurs les plus attractifs. Donc on n'a pas de doute à l'engouement. Mais ça va faire monter les prix, c'était ça ma question. Ça va faire monter les prix. Sur la question des prix, je ne crois pas du tout qu'on soit dans ce temps-là, puisque on est dans un contexte où les prix ont plutôt tendance à se passer. Donc on a des prix pour ces logements qui sont un petit peu plus élevés que le prix du marché, mais on a aussi une qualité de bâti assez exceptionnelle, mais on n'est pas très éloigné des prix de marché, et on a un marché qui est plutôt comme ce qui se passe en Ile-de-France, qui est plutôt calme. C'est normal, que l'élu veuille pas monter les prix. On voit bien que vous défendez cette idée que ça montera pas, ou pas tout de suite, que vous allez essayer de faire pour maîtriser. Mais dites-moi, qui va prendre en charge ensuite alors l'héritage de ces bâtiments pour qu'ils soient toujours entretenus, que ça reste ce très beau quartier? Après, c'est un immeuble, une copropriété ou une propriété d'un bailleur. Donc, ça sera la responsabilité de chaque immeuble, de chaque résident, d'entretenir ces immeubles. Après, ils ont été conçus aussi pour être économes, pour être durables. Et donc, on a une qualité de bâti exceptionnelle. Donc, on n'a pas d'inquiétude sur le fait que les choses se passent bien. Et puis, nous, on sera évidemment très vigilants à l'évolution de ce quartier, de ce nouveau bout de ville à Saint-Denis, notamment. Bon, mais dites-nous, vous avez autour, qu'est-ce qu'il y a d'attractif, je dirais, autour? Il y a la cathédrale, la basilique de Saint-Denis, qui est quand même un lieu historique qu'on peut visiter, et puis il y a la Seine, et puis il y a un canal, et du coup, il y a toute une vie de quartier qui s'est créée, qui va bien au-delà, et qui va évidemment perdurer après les Jeux Olympiques, qui va bien au-delà simplement de ces nouveaux bâtiments plutôt élégants. Évidemment, alors c'est aussi une des particularités du village olympique de cette édition, c'est qu'il s'insère particulièrement dans la ville et dans le tissu urbain qui existait déjà. Et ce quartier, il serait sorti de terre s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques. Il aurait mis sans doute quelques années de plus, mais on est déjà dans la ville. Et donc il est connecté au reste de la ville, d'un territoire et de villes qui sont attractives, avec la Seine, vous le disiez, avec des transports en commun, la 13, la 14, demain la 15, la 16 et la 17 à Pleyel. Donc c'est il y a le grand stade, il y a le Stade de France en plus qui est pas loin. Donc on a le Stade de France, on est un territoire aux portes de Paris qui est en plein renouvellement et transformation. Et donc pas de doute que ça trouve preneur. Ça va clairement trouver preneur. D'ailleurs, est-ce que vous avez pu négocier? Est-ce que c'est vous-même qui négociez, par exemple, le pourcentage de logements sociaux, ou est-ce que ça va devenir un quartier assez prisé finalement, au pouvoir d'achat relativement élevé? Oui. Non, mais on peut se dire ça. On sait que c'est une des peurs aussi, ces villes-là où il y a énormément de demandes, notamment du côté de Saint-Ouen. Alors
il faut quand même rappeler que notre territoire, nos villes, elles ont déjà beaucoup de logements sociaux, près de à peu près 50% de logements sociaux à Saint-Denis, un tout petit peu moins à Saint-Ouen, mais il y en aura combien sur le village de pourcentage de logements sociaux? Et pour le village olympique, on est à peu près à l'échelle du village à peu près à 30%, donc c'est disons qu'on fait déjà beaucoup d'efforts, et ce serait bien surtout que les autres villes en Île-de-France fassent autant d'efforts que nos villes et notre territoire pour accueillir des familles avec des revenus moyens et modestes. Mais ils peuvent pas tous accueillir les Jeux Olympiques aussi. Ni le village olympique. Non, mais c'est pas. Non, mais l'effort et le respect de la loi SRU, ce serait déjà une bonne chose. C'est pas faux. Allez, vous introduisez un autre débat qui est récurrent depuis quelques décennies. En effet, en France, sur les communes qui acceptent d'avoir des logements sociaux, et puis celles qui payent simplement une amende et qui en font beaucoup moins. Et c'est vrai que Saint-Denis a beaucoup de logements sociaux et que ça va prendre une autre tournure pour certains de ces logements sociaux, un autre décor avec ce village olympique dans lequel ils interviendront. Merci infiniment, Adrien Delacroix. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Saint-Denis pour évoquer avec vous l'avenir du village olympique. Alors, on va changer complètement de sujet avec vous, Quentin Gérard, puisque il y a une contestation du classement général des Jeux olympiques fait par le CIO, le classement des nations, le classement des athlètes qu'un scientifique trouve illogique. Est-ce que c'est pour se faire de la pub? On verra, mais en tout cas, n'empêche que le scientifique en question crée un mode de calcul plus juste. De quoi on parle? Oui, c'est un éternel débat, ce classement, qui favorise notamment les médailles d'or et non le total des médailles. Par exemple, la France en ce moment avec 28 médailles, alors que la Chine n'en a que 25. Mais toute la nuance est ici. La Chine en a 11 en or, alors que la France n'en a que 8. Et pour cet astrophysicien à la retraite au Texas, ce classement sert systématiquement les pays les plus peuplés. Je ne sais pas si l'Américain aurait remis en question ce classement si les États-Unis avaient été premiers en ce moment. Quentin, il a imaginé une méthode de calcul, faut nous le raconter, qui serait un peu plus équilibré. Oui, en fait, il propose un classement basé sur des probabilités de victoire. C'est pour ça qu'il a mis au point une formule mathématique un peu complexe, je dois le dire. Ils veulent nous embrouiller, ces Américains. Exactement. Qui prend en compte le nombre total de médailles distribuées au JO et la population de chaque pays. Ça permet donc d'obtenir la quantité probable de médailles que pourrait gagner chaque délégation. Et si les nations en obtiennent plus que prévu, elles montent au classement. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est pas facile, je voulais dire. Il faudrait regarder, mais c'est vrai. En tout cas, c'est sa méthode, donc vous avez raison, Quentin, de la dire la plus clairement possible. Et qu'est-ce que ça donnerait actuellement, par exemple, au niveau du classement? Justement, la France arriverait en tête. On prend. Oui. Alors, pourquoi elle arriverait en tête? Parce qu'elle a déjà remporté beaucoup plus de médailles que prévu dans ce classement par cet Américain. Viendrait ensuite l'Australie, la Corée du Sud 3e, la Chine, qui est à l'heure actuelle première au tableau des médailles, n'arriverait que 10e dans ce classement. Et vous voyez, Joseph, finalement, les États-Unis, qui sont en ce moment 2e, ne seraient que 7e. Donc, effectivement. Il est peut-être pas si chauvin que ça. C'est ce que les sondeurs, vous savez, on a toujours dit que c'était peut-être une forme d'embrouille que les sondeurs appellent le facteur correcteur des données relatives. Je me souviens de ça pendant quelques années. On a eu cet élément. Alors merci Quentin. Peut-être qu'on veut revenir à nouveau à ce qui se passe là sur les tatamis dans les bassins et ailleurs. Les événements, l'actualité en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, Joseph? Avec la médaille de bronze, Thierry, sur la voile, on peut terminer cette belle semaine avec vous, Thierry Guerrier, sur Sud Radio, en faisant un point sur le tableau des médailles, parce que la France est top 3. Tout simplement, elle finit votre semaine, Thierry, en tant que top 3. Donc c'est plutôt sympa de le noter. 28 médailles pour l'équipe de France pour le moment. C'est grâce à Sud Radio, c'est ça que vous dites. C'est grâce à vous, Thierry, qui Sud Radio, toute la semaine, on a emmené, ils ont surfé sur cette vague-là, les athlètes français. Ils sont à 8 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 9 de bronze. On est 3e. Les Américains, ils sont remontés. Désormais, ils sont 2e parce qu'en fait, ils sont exceptionnels en natation. Génial. Et vous suivez sur Sud Radio, vous le savez, toutes les heures, toutes les demi-heures, les JO. Alors, il me reste, moi, en effet, je vais vous quitter et prendre quelques jours de vacances aussi. Vous retrouverez, vous le savez, dans quelques semaines, Valérie Expert. Mais je vais remercier là Joseph Ruiz, bien sûr, avec qui on a construit tous les jours ces JO dans tous ces états. Amélie Béguin, Christine Bouillot, que vous retrouverez tout à l'heure dans les vraies voix des JO à 17h. Et puis Marie Faye, Maxime Sénat, Jamel Abdelhak, John, Thibaut et bien d'autres. Et puis lundi à 10h, de 10h à 13h, pendant tout le mois d'août, avant le retour de Valérie Expert, vous aurez Maxime Yeddo qui prendra ma place. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Sud Radio, de nous avoir écoutés depuis un mois. Je suis très fier d'être sur cette belle antenne, en tout cas, au 4, au 8, au 12 côté de l'Hexagone, et bien sûr, et même bien
bien sûr dans les dom-toms et notamment à La Réunion. Merci à tous, vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.